Bonjour, donc Boris Albrecht, directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Samer. Je crois qu'on va pouvoir commencer sereinement la journée parce qu'on peut répondre aux deux questions qui sont proposées sur cette image. On sait pourquoi on est là et on sait qui a organisé cette journée. Bien, je suis là tout au long de la journée. Si vous avez des questions sur la Fondation Adrienne et Pierre Samer, n'hésitez pas. Je ne vais pas vous faire tout le CV de la Fondation. Juste pour rappel, elle existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. Elle est dédiée aux interactions humains-animaux et deux grands volets, des actions éducatives pour favoriser la connaissance des animaux en milieu scolaire et périscolaire. Donc on soutient des initiatives en ce sens. Et puis, évidemment, le volet par lequel on est le plus identifié, c'est la médiation animale en tant que financeur des activités, mais financeur de la recherche, travail de lobbying auprès des politiques, députés, ARS, etc. Bref, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a une cinquantaine d'années d'existence, on a une vingtaine d'années d'appel à projets, donc on a vu passer un certain nombre de projets, ce qui nous permet d'avoir finalement un regard assez précis de ce qui se passe sur le territoire national. Et puis juste, on fait souvent la confusion entre association et fondation. Et il y a une vraie différence. La vraie différence, c'est qu'une fondation, vous n'avez pas de membres, vous avez des fondateurs qui décident de dédier, en général c'est une fortune, mais la fortune, soit un bien mobilier ou de l'argent, à une cause d'intérêt général. Donc vous n'avez pas de membres, vous n'avez pas de bureau, vous avez évidemment un comité exécutif, et l'objectif de la fondation rejoint parfois celui des associations, et c'est assez différent. Bien, ça a été fait référence, je pense que tout le monde a reconnu. Je parle évidemment de la chienne. Jophie, avec un témoignage de correspondance entre Freud et Marie Bonaparte, qui est la petite fille d'eux. Et je ne pouvais pas commencer cette journée sans faire un clin d'œil à la psychiatrie avec le père fondateur de la psychanalyse. Ce qui est étonnant de remarquer, le clin d'œil va s'arrêter là, mais ce qui est amusant, c'est de remarquer que finalement, peu des disciples ou des opposants de Freud ont écrit sur sa relation à l'animal. Et on peut se poser la question que, comme Jophie était présente en séance avec le thérapeute, elle avait un rôle au moins de régulation, si ce n'est pour les patients, au moins pour le thérapeute. Et je pense que, effectivement, comme Didier en parlait, je pense que Freud avait sa chienne plutôt pour lui, mais peut-être pour le soulager lui ou pour le réguler vis-à-vis de ses patients et ses patientes. Voilà. Et puis, on va commencer, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec un panorama sur la médiation animale. Et je me suis fait aider, en tout cas j'ai voulu comparer les connaissances de la Fondation avec d'autres connaissances extérieures. Vous reconnaissez le logo? C'est ChatGPT. J'ai demandé à l'intelligence artificielle ce qu'elle pensait de la médiation animale. Et j'ai fait un comparatif avec les éléments que l'on a, nous, à la Fondation. Alors, pour les personnes qui seraient pressées aujourd'hui, je vous propose de commencer directement par la conclusion. Médiation animale, une pratique évidemment très répandue en France, on y reviendra, je vais y revenir au fur et à mesure. Une définition consensuelle, pas de cadre juridique, des coûts très variés, des fausses idées. Et l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est assez frappant, c'est-à-dire que vous avez une réponse quasiment instantanée aux questions que vous posez. Pratique, on arrive au même constat que la Fondation. Pareil pour la définition, pareil pour le cadre juridique, on n'est pas tout à fait d'accord. J'y reviendrai. L'intelligence artificielle nous dit que la médiation animale est un métier et que les coûts varient considérablement. Et puis j'ai demandé à la médiation animale beau lapsus, mais c'est le lieu pour aujourd'hui. J'ai demandé à l'intelligence artificielle si la médiation animale était magique, et voici sa réponse. Donc en fait, ce qui est frappant, c'est que vous avez des réponses quasi instantanées, mais vous n'avez pas réellement de fond. Quand vous demandez à l'intelligence artificielle, vous n'avez aucune donnée factuelle.
Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est un tableau. Vous allez avoir un tableau, et on a évoqué effectivement les relations et les interactions humains-animaux. On remonte à l'Antiquité. Elles sont connues, mais on va dire qu'elles ont été théorisées, et vous avez 3 colonnes. Vous avez la colonne internationale, ce qui s'est passé à l'international, en France, les principales avancées, et je ne vais pas faire le panégyrique de la Fondation Sommaire, mais c'est pour voir où elle s'inscrit dans la temporalité. Évidemment, tout le monde connaît normalement l'anecdote de Boris Levinson avec son chien Jingle et du jeune trouble du développement Johnny. Bon, elle sera rappelée tout au long de la journée. Donc Levinson est le premier à théoriser, et on pense souvent en France qu'on est assez en retard par rapport à l'Amérique du Nord, mais pas du tout, parce que presque simultanément, à une dizaine d'années près, vous voyez que vous avez Ange Condoré, qui est un vétérinaire, qui s'est penché sur les mêmes préoccupations et les mêmes questions. Et dans les années 70-80, donc les premières rencontres entre médecine vétérinaire et médecine humaine, on y est en France, donc Condoré, et principale avancée, en France, vous avez quand même la loi qui concerne les personnes en situation de handicap de 1975, qui n'interdit pas la présence des animaux auprès de leurs bénéficiaires quand ils sont en institution. C'est pas clairement autorisé, mais c'est pas interdit. Et vous savez bien en France que quand quelque chose n'est pas clairement interdit, on peut le faire. Ensuite, la décennie qui suit, les années 80-90, la Delta Society, qui est un organisme, une association américaine qui aujourd'hui s'appelle Pet Partners, qui a entraîné des couples humains, chiens, pour intervenir plutôt de façon bénévole dans des établissements, maisons de retraite, etc. Et puis les premières conférences internationales sur le territoire européen. Et également en France, vous avez une association qui s'était créée, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la FIRAC, l'Association française de l'information et de la recherche sur les animaux de compagnie. On a dit que tu été président, Didier de la FIRAC, je crois. Et qui a commencé à travailler et à vulgariser finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale. Et vous voyez qu'à la fin des années 80, l'équivalent de notre haute autorité à la santé aux États-Unis reconnaît les pratiques et les interactions humain-animal. Les années 90, c'est là où ça se structure au niveau de la recherche et du terrain. 2 organismes se créent, l'ISAS et l'IHIO. Alors l'ISAS, International Society of Anthropology, qui regroupe des chercheurs qui traitent des interactions humains-animaux avec des conférences régulières. Et l'IHIO, c'est toujours un nom imprononçable pour les Français, International Association of Human-Animal Interaction Organization, qui regroupe les praticiens de ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale. La FIRAC continue son travail en France. La création d'Andy Chien. Pourquoi Andy Chien? Parce que la fondatrice au départ, l'association Andy Chien qui remet des chiens pour les personnes paraplégiques et tétraplégiques, a également dès le départ finalement initié tout le mouvement qu'il y a en maison de retraite. Et le mouvement des EHPAD, finalement, est celui qui a permis de développer dans d'autres types d'établissements les activités de médiation animale. Vous avez également la FENTAC qui se crée au même moment, la Fédération de thérapie avec le cheval, par une psychomotricienne et un kiné. Et puis vous avez les travaux d'Hubert Montagnier à l'INSERM sur les compétences socles, sur le développement de l'enfant en présence des animaux. Les années 2000 se renforcent toute cette dynamique. Vous avez en Italie un centre, alors en italien ne me demandez pas de le prononcer parce que je ne le sais pas et je ne le saurai jamais, mais c'est le Centre national de référence pour les activités associant les animaux, où finalement, je pense que la plupart des gens le savent, mais si vous ne le savez pas, en Italie, il y a eu un cadre légal qui a imposé, au niveau de l'État, qui a imposé des critères et des prérequis de formation en médiation animale qui sont ensuite à la charge de chaque région italienne de faire respecter ce cadre. Vous avez eu en France une enquête nationale sur la présence animale en maison de retraite en 2000 et 2005 par un directeur de maison de retraite en Alsace qui est Robert Keller. Et puis vous avez la Haute Autorité de la Santé en France qui reconnaît et qui commence à citer pour la première fois la médiation animale comme une thérapie non médicamenteuse. Donc vous voyez que finalement, on pense que c'est souvent ailleurs que ça se passe, mais ça se passe autant en Europe qu'aux États-Unis. Alors c'est vrai que l'ISAS au départ, c'est international, mais c'est très international américain et anglais, mais ça a tendance à s'ouvrir beaucoup plus.
On continue avec la dernière décennie, 2010-2020, où là, il y a une accélération du mouvement. Vous avez autant les conférences régulières internationales. En France, vous avez une première certification professionnelle qui n'existe plus aujourd'hui, qui était celle d'éthicien. Alors, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de pourquoi la formation n'existe plus. Je pense que la période du Covid a beaucoup joué aussi sur l'ensemble des formations existantes. Vous avez l'ex-CLIN aujourd'hui, l'ARLIN, qui a fait un document de référence qui est utilisé en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est utilisé au niveau national sur la prévention du risque infectieux en médiation animale. Vous avez la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie qui a également financé un groupe de travail sur la médiation animale et la gérontologie en Europe. Et puis vous avez, pareil, l'Agence nationale de recherche, Christophe Blanchard en parlera certainement après, qui commence à financer des études sur la médiation animale, des laboratoires du CNRS, des universités qui se penchent sur la question. Finalement, vous avez dans la décennie 2000-2010 et 2010-2020 les premières générations de doctorants spécifiquement dédiés à la médiation animale qui ont passé leur tête, ils étaient les premiers, ils ont essuyé les plâtres, et qui aujourd'hui, finalement, sont en poste dans des laboratoires et qui facilitent maintenant cette connaissance de la médiation animale. Donc ça ne vient pas de n'importe où, c'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un travail de longue haleine, mais il y a une réelle dynamique qui s'est montée au fur et à mesure du temps. Alors, bon, ça, tout le monde connaît, effectivement, la médiation animale, on parle toujours de triangulation avec un bénéficiaire, un intervenant, un animal spécifiquement entraîné. Alors, souvent en médiation animale ou zoothérapie, la question a été posée, et enfin, le terme thérapie a toujours posé problème, que ce soit en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, à l'étranger, ils sont en train de revenir en arrière, puisque le terme de thérapie est très utilisé, et ça leur pose problème, parce que des gens qui ne sont pas thérapeutes interviennent sous couvert de l'être. Et puis, vous avez, étymologiquement, zoothérapie signifie médecine vétérinaire, pas soigner avec ou pour l'animal. Donc, en 2008, la Fondation avait demandé à un groupe de travail, avait financé un groupe de travail avec une mission qui était très courte et claire, c'était donner une définition neutre et inclusive, consensuelle, et définir une charte des bonnes pratiques, et c'était Didier Vernet qui était en charge du travail de ce groupe. Et donc, on est arrivé à cette définition-là. Alors, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, tout le monde s'y retrouve. Vous êtes animatrice en maison de retraite, vous êtes travailleur social avec des sans domicile fixe, vous êtes psychomotricienne en EHPAD ou en hôpital, vous rentrez dans ce cadre-là. Après, c'est toujours une question d'objectif, c'est à vous de définir vos objectifs, mais cette définition fait consensus au point que les organismes de formation qui utilisaient le terme de zoothérapie, qui ont le terme de zoothérapie dans leur titre, utilisent aussi le terme de médiation animale. Ça veut dire que tout le monde s'y retrouve. On a trouvé un consensus. Je vais vous parler du recensement. On en est où au niveau du temps? C'est bon. Du recensement de la fondation, que la Fondation a fait en 2021. Il n'y a jamais eu de recensement sur les pratiques de médiation animale en France. On a été les premiers à le faire en 2021. Recenser les prestataires, c'est impossible. Vous avez un prestataire qui se crée par jour. Et toutes les semaines, vous devez sans doute, vous aussi, de votre côté, être confronté à ça. Des gens, des réorientations professionnelles, des gens qui veulent faire de la médiation animale. Donc on a pris le parti de recenser les établissements sociaux, sanitaires, médico-sociaux et le milieu carcéral, qu'on a accompagné depuis plus d'une quinzaine d'années. Et donc, plus de 1000 établissements qui ont répondu, 906 pratiquaient la médiation animale, et je vais tout de suite vous donner les biais de notre enquête, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Vous voyez que la Nouvelle-Aquitaine a majoritairement répondu. Ce qui explique aussi peut-être qu'on ait une journée consacrée à la médiation animale aujourd'hui sur notre territoire. Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine a majoritairement répondu? Parce qu'on avait un contact particulier à l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui a accepté de diffuser notre enquête, et donc on les a grandement remerciés pour ça. Mais quand une ARS, il y avait juste un questionnaire très rapide, ça prenait moins de 3 minutes pour répondre, c'était des questions à remplir, on pouvait ajouter des commentaires. Quand une ARS
diffuse une information en général. Dans la minute où l'ARS Nouvelle-Aquitaine a diffusé l'information de notre enquête, j'avais une réponse d'une maison de retraite en disant « chez nous, il n'y a pas de médiation animale ». Et c'était pour montrer le poids que peut avoir une institution, mais surtout pour accompagner, pour avoir un certain nombre de données. Donc l'ARS a biaisé le recensement. Donc on comparera peut-être ensuite qu'est-ce que ça donne par rapport aux données qu'on a nous à travers nos appels à projets. Mais vous avez une majorité d'établissements qui sont liés au handicap, plus de 40%, je crois, c'est ça, 41,7%, et puis une majorité d'EHPAD, puisque historiquement, effectivement, ce sont les EHPAD qui ont commencé les activités de médiation animale. La pratique, où se déroule-t-elle? Parce que le cas d'Esquirol, finalement, chez vous à Limoges, c'est pas le cas le plus fréquent. C'est un modèle exemplaire qu'on apprécie de voir, mais avoir une pratique au sein d'un établissement tenu par un professionnel de l'établissement, ça reste minoritaire. Donc vous avez plus des 2/3 des pratiques qui se déroulent quand même au sein de l'établissement, mais quand même avec un prestataire extérieur. Des venues d'ânes, chevaux, chiens, etc. Et puis vous avez un autre tiers qui se déroule à l'extérieur, l'Institut médico-éducatif. On emmène les enfants dans un centre équestre et là, c'est soit la monitrice d'équitation en collaboration avec les professionnels de l'établissement et de l'IME qui déroule les activités de médiation animale. Milieu carcéral, c'est assez frappant et c'était assez facile, c'est-à-dire que vous avez peu d'établissements finalement par rapport à tout l'environnement médico-social et sanitaire. Donc vous avez plus de la moitié des prisons qui mettent en place un programme de médiation animale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en 2008-2010, ce sont les premières initiatives qui géographiquement se sont déroulées à l'opposé, l'une à Rennes et l'autre à Strasbourg, l'une avec les chevaux, l'autre avec les chiens. Et finalement, au départ, les responsables d'établissements carcéraux, leur politique, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il ne fallait pas qu'on sache qu'il y avait des activités de médiation animale, mais ça répondait à une urgence et à un besoin. À Strasbourg, c'était suite à une vague de suicides. À Rennes, c'était dans la prison des femmes et ça concernait essentiellement des révoltes au sein de l'établissement. Donc on a mis en place des activités et ce qui explique qu'aujourd'hui il y en a autant. D'une part, vous avez les directeurs d'établissement qui tournent comme en milieu hospitalier, donc tous les 3 ou 5 ans. Donc quand ils sont convaincus de quelque chose, on les perd à un endroit, mais on les retrouve à un autre et ils essayent de réinitier quelque chose. Et puis parce qu'il y a eu un groupe de travail avec une direction régionale, interrégionale de la justice, c'était tout le Grand Ouest, qui comprenait Normandie, Bretagne, Pays de Loire, qui a fait tout un travail d'audit interne et qui a valorisé, qui a réfléchi à quelles pratiques on pouvait mettre en place ou pas et quels étaient les prérequis pour mettre en place une activité de médiation animale en milieu carcéral. En sachant que les profils sont totalement différents, comme vous, quand vous accompagnez des patients, les profils ne sont pas les mêmes en maison d'arrêt, ou en peine courte, ou en peine longue en centrale, par exemple. La fréquence de la pratique. Là aussi, c'est intéressant. Les établissements qui ont répondu, vous voyez que pour 21%, tous les jours, donc c'est le cas de Céline Courbet, tous les jours, elle pratique la médiation animale. Vous avez des pratiques aussi au moins une fois par semaine, et ça correspond aux 2/3 à peu près, non, la moitié des réponses, pardon. Et puis, au moins une fois par mois, un gros tiers qui vient s'ajouter. Les animaux, et c'est là où le recensement est biaisé. Chiens, chevaux, ce sont de toute façon, quels que soient les chiffres, ce sont les animaux rois de la médiation animale, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont les plus associés aux pratiques. Mais quand on voit le chien à 51% et le cheval à 24%, là, c'est clairement biaisé par les réponses de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que ce que l'on voit, nous, à travers nos appels à projets, on a plus de 1000 candidatures à l'année sur nos différents appels à projets, c'est que les chiens et les chevaux se partagent équitablement la part du gâteau en termes de médiation animale. Quand on observe donc nos appels à projets, on est plutôt sur du 40-40. Ensuite, les animaux de ferme, les ânes, et divers, les petits animaux type lapin, rongeur, etc., sont souvent des animaux qui accompagnent le chien en pratique de médiation animale. Ça, ce sont les coûts qui ont été donnés lors du recensement.
Donc, bon, je vous laisse découvrir les chiffres. Là aussi, c'est intéressant parce que ce que je n'ai pas mis sur cette image, c'est que 15% des répondants n'avaient aucune notion dans les établissements du coût de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette logique à se dire, de toute façon, c'est l'établissement qui prend en charge, donc ça ne coûte rien. Et si, ça a un coût, mais du coup, on ne le connaît pas. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, là, vous avez les chiffres, effectivement, on retrouve souvent pour le chien et le cheval le coût horaire par usager entre 11 et 20 euros. En réalité, si on compare ça aux appels à projets de la Fondation, alors les activités en ferme, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher, on est toujours à moins de 10 euros par personne et les séances sont plutôt sur plusieurs heures. Mais le chien, on est plutôt aujourd'hui sur des tarifications de 50 euros de l'heure. Quand on est un prestataire et qu'on vient dans un établissement, on est plutôt sur 50 euros de l'heure pour l'activité chien. Et pour le cheval, on est à une moyenne de 12 euros. Alors le cheval, pourquoi le cheval est moins cher que le chien? Parce que souvent, les chevaux se trouvent dans des centres équestres et que ce sont les heures creuses des centres équestres. Et les centres équestres mettent à disposition leur cavalerie pour des établissements lors des périodes creuses. Donc finalement, c'est ce qui explique ce coût minoré par rapport aux chiens. Bon, alors comme la Fondation, son rôle c'est de promouvoir la médiation animale et d'accompagner la recherche, et je ne vais pas rentrer dans toute la recherche, mais on a fait une revue de littérature, on est en train, vous avez les premiers éléments que je vais vous donner en avant-première, parce qu'on n'a pas encore publié le compte-rendu, le résumé et les articles dont on parle, mais il y a eu une première, finalement, revue de littérature scientifique qui a été faite il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et depuis, il y a eu des veilles par les laboratoires, évidemment, mais il n'y a pas eu de travail spécifiquement dédié à ça. Et donc, on a demandé à 2 ingénieurs en santé publique de réaliser ce travail, qui, elles, ne connaissaient pas, dont vous avez les noms ici. Je l'ai pas mis leur nom. Bon, alors, Chloé, Déliane et Maëlia, qui ont donc, on leur a demandé en santé publique, vous avez l'habitude de traiter des questions de revue de littérature. Elles ne connaissaient pas la médiation animale, donc on a fait un travail en amont avec elles pour définir quels termes allaient être utilisés pour trouver les articles qui traitent de la médiation animale, les populations, les animaux, etc. Donc, impossible d'avoir une exhaustivité, parce que sur un premier tri, en utilisant les termes HRI, Human Activity Interaction, Animal Assisted Interaction, Animal Assisted Therapy, AT, je ne sais plus lequel c'est, et médiation animale, vous avez plus de 5000 articles qui sortent sur les 5 dernières années. Donc on a fait un premier filtre avec les mots-clés et tous les articles qui ne traitaient pas spécifiquement de la médiation animale, par exemple aller promener son chien dehors, même si ça fait du bien, ce n'est pas une activité spécifiquement centrée sur la médiation animale, on descend à 559 articles. On a eu un deuxième filtre, on a essayé d'identifier les thématiques les plus fréquentes. Et vous voyez que c'est votre domaine, la santé mentale, qui ressort majoritairement. Les personnes âgées, pas évidemment, comme historiquement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, sont présentes, sont donc très représentées. Tout ce qui est trouble, j'ai mis autisme, mais c'est tout ce qui est trouble du développement, bien évidemment, qui complète ce trio de recherche. Donc 214 articles au deuxième filtre, et troisième filtre, la qualité de publication dans les revues. Et donc on descend à 47 articles, dont je vous ai mis également les chiffres, donc la santé mentale ressort encore en premier dans les articles. Donc ça, on est en train de finir, je pense que fin de l'année, début de l'année prochaine, on publiera sur notre site, d'une part le résumé de la méthodologie qu'on a mis en place, plus l'ensemble des articles et des abstracts, en tout cas des abstracts des articles qui ont été référencés, donc les 559. Voilà, donc on va bientôt arriver, je crois, à la fin. En termes de législation, qu'en est-il de la médiation animale? Parce que ChatGPT nous dit que c'est un métier. Pas encore.
Le volet humain, vous avez les lois du médico-social, du sanitaire qui couvrent le volet humain sur l'autorisation ou pas, la présence ou pas des animaux. Jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, vous aviez le volet animal où on se référait uniquement au code civil, et puis depuis le 1er décembre 2021, je pense que tout le monde a suivi ça, il y a eu la loi contre la maltraitance animale qui a été votée et qui implique nécessairement que tout possesseur d'animal à partir d'octobre 2022 doit avoir une certification, donc une connaissance à minima, une formation à minima de la présence d'un animal pour éviter les abandons. Mais cela, finalement, c'est un effet ricochet sur la médiation animale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus non plus se lancer directement en médiation animale dès lors qu'on a un animal domestique ou familier avec soi. Sur la formation et les certifications, bon là c'est la foire d'Empoigne, vous avez une guerre de clochers comme d'habitude sur qui fait de la formation, quand, comment, qui fait la meilleure, et on est souvent interpellé à la fondation pour nous dire mais aidez-nous à choisir quelle formation je dois faire, et la fondation qui est neutre ne dit pas vous devez aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre, mais essaye d'aider à se poser les bonnes questions. Je grossis le trait, mais si vous intervenez avec des ânes, si vous souhaitez votre projet, c'est de développer une activité avec des ânes, avec des enfants qui sont des ados qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme, eh ben, c'est pas une formation généraliste avec des chiens à maison de retraite qui va vous intéresser. À l'inverse, vous êtes déjà enseignant, vous connaissez votre métier d'enseignant, c'est pas ça dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'être formé au métier d'enseignant en médiation animale, mais si vous voulez travailler avec un chien, peut-être c'est plutôt une formation en éducation canine dont vous avez besoin. Et puis ensuite, vous faites des allers-retours entre votre profession initiale et ce que vous connaissez. Donc, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que le répertoire national, le RNCP, dont vous avez l'image à droite, vous avez un moteur de recherche, quand vous tapez médiation animale, il y a des certifications qui sortent, où il y a marqué inactive, donc elles ont existé, elles n'existent plus, peut-être elles vont être lancées. Vous en avez 1 ou 2 qui sont actives, qui ne sont pas reconnues comme métier à l'heure actuelle, mais qui existent. Signe des temps que les choses quand même bougent, c'est que la Fédération française d'équitation, la 3e fédération sportive du pays, a mis en place des formations dédiées à la médiation équine. Donc former leurs moniteurs d'équitation à accueillir des populations qui viennent du secteur sanitaire ou médico-social. Vous avez des organismes, des diplômes universitaires, donc plusieurs universités qui mettent en place des diplômes liés à la médiation animale, et puis des organismes privés. J'avais mis en exergue, c'est toujours intéressant d'aller voir sur les sites le chiffre d'affaires des organismes de formation. Ça vous donne une indication aussi sur le nombre de formations et le volume de formation qui est fait. Et par exemple, les premiers organismes de formation qui apparaissent dans les moteurs de recherche, en 2019, alors il y a des chiffres plus récents, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 2019, avant le Covid, par exemple, un des organismes qui proposait les formations en médiation animale le plus identifié avait un chiffre d'affaires de presque 900 000 €. Ça questionne pour un métier qui n'existe pas quand même aujourd'hui. Donc, pareil, il faut toujours faire un travail d'enquête quand on veut se former et se dire, si ça se trouve, ces formations-là sont très bien, elles répondent à des besoins de certaines personnes, mais c'est toujours, et c'est ce qu'on demande aux porteurs de projets quand ils s'adressent à nous, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez travailler, avec quelle population. Aujourd'hui, alors on a beaucoup parlé effectivement de l'existant, les maisons de retraite, la santé mentale, les troubles du handicap, qui sont les activités qui bénéficient le plus de médiation animale. Aujourd'hui, il y a des choses en développement. Vous avez tout le volet scolaire et périscolaire qui commence à s'intéresser à ces questions-là. La présence des animaux pour apaiser le climat scolaire en classe, pour aider à se mettre dans les bonnes dispositions pour apprendre. Les chiens d'assistance judiciaire, qui sont des chiens qui aident les victimes à témoigner devant les forces de l'ordre ou au tribunal. Vous avez, ça Christophe en parlera, les syndromes post-traumatiques, puisque c'est lui qui met en place ce type de recherche et de pratique, et donc
l'accompagnement des personnes atteintes de syndrome post-traumatique. Et aujourd'hui, vous avez moins d'une dizaine d'études en France qui traitent du bien-être animal en médiation animale. Et c'est au niveau des chevaux que ça se passe aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est une évolution aussi du secteur qui montre qu'il grandit, qu'il a pris de la maturité, qu'on s'est intéressé aux populations, qu'on continue à s'intéresser aux populations, qu'il y a des nouvelles populations qui vont bénéficier d'activités de médiation animale. Et le bien-être animal est donc une de ces pistes de développement et de recherche. Et puis aujourd'hui, bon, je l'ai mis en forme de clin d'œil, mais vous avez à chaque fois une volonté de fédérer sur le secteur de la médiation animale pour être entendu par les acteurs et les décideurs publics. Il y a eu des tentatives qui ont été faites de regroupement d'acteurs de terrain, et ces tentatives en général tiennent 1, 2, 3 ans, puis ça retombe parce qu'on est dans des batailles de clochers, parce qu'on est compétitif quand on est prestataire, donc je suis forcément meilleur que l'autre, ou je veux être meilleur que l'autre, et puis voilà, donc ça c'est la vie, c'est comme dans n'importe quel secteur, mais c'est le défi. Si on est français, on va dire c'est la pierre d'achoppement de la médiation animale. Si on est américain, on va dire c'est le défi qu'il y a devant nous. C'est une histoire de positionnement. Et je crois que j'ai terminé. Merci.